Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous accueillir à cet atelier dédié à la FinTech au sein des rencontres internationales de la French Tech. Cette 7e édition est placée sous le thème de la relance à l'export et ce sera le fil rouge de notre atelier. Notre atelier, quant à lui, va se concentrer sur 2 temps forts. D'abord, un arrêt sur image sur la FinTech française et sa réaction au Covid-19 par Michael Ptachek, président de l'Observatoire de la FinTech. Et en deuxième temps fort, une table ronde dédiée au partage d'expériences de 3 FinTech, Antelope Solutions, Bizao et Owitech, ainsi que 2 de mes collègues basés en Amérique latine et en Afrique. Tous nos intervenants seront bien sûr présentés un peu plus en détail par Cyril Armange, directeur adjoint de Finance Innovation et modérateur de cette table ronde. Je tiens ici donc à tous vous remercier vraiment pour votre aide dans l'organisation de cet atelier et d'avoir accepté de témoigner. Donc j'espère qu'à la fin justement de cette heure, on vous aura tous donné l'envie soit de reprendre vos activités à l'international, soit de vous y lancer. Je vous laisse donc avec Michael. Je vous retrouverai à la fin de la table ronde pour la session des questions-réponses. Bonjour à tous. Merci Claire pour cette introduction et pour ton invitation à introduire cet après-midi des rencontres internationales de la French Tech. En quelques constats et quelques messages clés, nous allons venir sur la façon dont la FinTech française a traversé l'épreuve Covid, épreuve qui n'est d'ailleurs pas tout à fait terminée. Nous allons dans un premier temps revenir sur les fonds qui ont été levés pendant l'année 2020 en regardant de plus près l'impact lié à la période Covid et en essayant d'en tirer quelques constats pour en comprendre les raisons. Nous allons dans un second temps nous arrêter sur les initiatives prises par les FinTech françaises durant la période du Covid, notamment internationales, pour comprendre comment elles se sont comportées face à la tempête que nous avons traversée et que nous traversons encore, puisqu'on peut s'accorder à dire que toutes les conséquences ne sont pas encore derrière nous. Et enfin, nous tirerons le portrait des business FinTech sur lesquels miser en sortie de crise. Début 2020, avant le Covid, on se rappelle que nous étions en surabondance de transactions et de capitaux dans un contexte favorable aux startups, donc aux FinTech. Donc, un début d'année en haut de cycle. En 2019, les FinTech avaient levé presque 650 millions d'euros avec une très forte progression. 2020 devait donc très bien se passer. Alors que s'est-il passé? Une déstabilisation du marché qui est venue d'autre part. On parlait d'une bulle économique et on a vu finalement arriver une crise sanitaire. Ces effets ont été rapides et profonds, avec un confinement généralisé, puis deux, qui ont globalement engendré un manque de visibilité sur les mois à venir. Des messages ont alors été passés par les pouvoirs publics, les acteurs du financement comme BPI France, pour préserver les FinTech, mais on a constaté un ralentissement. Les opérations en cours sont sorties. Il y a eu Alan dans la Surtech qui a levé 50 millions d'euros en avril, Agicap dans la gestion de trésorerie avec 15 millions en mai. D'autres ont été renégociés quand les managers et les fonds ont pu tomber d'accord. D'autres enfin ont été abandonnés, notamment les sociétés les moins rentables à court terme, donc les opérations en early stage. Nos fonds d'investissement qui sont par nature plus adverses au risque que les fonds anglo-saxons ont davantage regardé la notion de rentabilité. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une baisse du nombre des opérations, 56 à date en 2020 contre 85 en 2019. Il faut remonter 5 ans en arrière, en 2015, pour retrouver un aussi petit niveau d'opération. En termes d'évolution par trimestre, on voit que en 2020, le T1 a été très encourageant avec 280 millions de fonds levés, donc plus 20% par rapport au T1 2019. Le T2 n'a été qu'ISO avec 213 millions d'euros. La tendance n'a fait que se maintenir. Il y a eu un premier frein. Le T3 a été très décevant suite au premier confinement. On fait la moitié moins qu'en 2019, avec à peine 47 millions de fonds levés. Et T4 s'est montré en reprise, mais sans effet de rattrapage sur le temps qui a été perdu sur les 3 premiers trimestres de l'année. Ce qui fait qu'on devrait, pour toute l'année 2020, atterrir au niveau de l'année 2019, avec un total de fonds levés autour de 640-650 millions d'euros, puisqu'à fin novembre, on est à peu près à ISO, à 613-614 millions de fonds levés en côte à côte 2019 et 2020. Il y aurait eu moins d'opérations, donc 56 en 2020 à date, car les investisseurs ont eu moins d'appétit pour les plus petits tickets en early stage,
même si on constate que ça a repris en fin d'année. Et comme les plus grosses fintechs telles que Conto, Swile, Alan, Lydia ou encore IBAN First deviennent plus internationales et lèvent des montants de plus en plus élevés, cela augmentera mécaniquement le ticket moyen qui ressortira autour de 10 à 11 millions d'euros par opération. La crise du Covid-19, marquée par 2 confinements en France, a eu un impact sur l'ensemble de l'activité économique française. Les fintechs ne sont pas restés à l'écart de ce mouvement, mais leur activité nativement digitale leur a permis de se montrer agile et réactive. Cela leur a donné moyen, en plus de leur activité, d'agir en faveur de certains acteurs économiques fragilisés par cette crise, et cela s'est traduit par des initiatives créatives et foisonnantes dans l'écosystème fintech. On a assisté à plusieurs types d'initiatives qu'on a synthétisées dans ce panorama, qui n'est loin pas exhaustif, dans le gratuit, le solidaire et l'accélération de la digitalisation. En gratuit, par exemple, Lydia a permis aux professions libérales d'être payées à distance par carte bancaire de leur téléconsultation sans frais. Dans le solidaire, Linkso a choisi de reverser 5 € par exemple du prix des abonnements payés à leurs clients à des organismes qui luttent contre le virus et la maladie, comme la Fondation de France. Et dans l'accélération de la digitalisation, on a assisté à des fondamentaux comme la gestion de trésorerie avec Agicap, qui a proposé des solutions aux entreprises pour préserver au mieux leur cash durant le confinement, ou à des innovations comme dans le paiement, avec Wind, qui a permis de raccrocher encore plus commerce de proximité et consommateurs en online, ou Bizao, qui a permis aux clients en Afrique qui cherchaient l'argent qui leur était envoyé en agence par Western Union ou MoneyGram par exemple, de le récupérer directement via leur téléphone sur leur wallet mobile money et ainsi de pouvoir le dépenser sans avoir à se déplacer. Cette crise aura donc amené un grand nombre d'acteurs à faire évoluer leur positionnement en se montrant de véritables accélérateurs de l'innovation, ce qui a consisté à savoir transformer une contrainte de crise en opportunité commerciale. Et un certain nombre d'entre eux ont pu lever ou préparer une levée, car cette capacité à s'adapter en temps de crise a été et continue d'être très observée et appréciée par les investisseurs. Alors ces investisseurs, ils ont nécessairement adapté leurs attentes durant cette période, comme on l'a vu, et ils continuent à le faire aujourd'hui en prêtant attention à des sujets nouveaux ou liés à cette crise. Avoir su digitaliser et accélérer la digitalisation en temps de crise compte beaucoup aujourd'hui, car suite à toutes les crises, comme le SRAS dans les années 2000 en Chine, on prend la mesure de l'importance de digitaliser les ventes, les encaissements et plus généralement toute la chaîne des transactions en donnant accès au plus grand nombre. Répondre à des besoins de crise, donc un peu dans la même veine, on regardera de près les acteurs qui ont su profiter de la crise pour positionner une ou plusieurs offres commerciales répondant à des besoins et s'installer ainsi et prendre des parts de marché pendant une période difficile avec résilience. La récurrence des revenus, certains acteurs, pas seulement fintech, mais aussi des fintech, ont rencontré des difficultés liées à leur business model durant la crise, notamment pour celles et ceux qui travaillent sur des offres gratuites ou liées à la donnée client. Alors, les secteurs de l'assurance, des paiements, des services, comme la gestion de trésorerie, sont aujourd'hui très regardés, car les modèles par abonnement qu'ils offrent bien souvent leur ont permis de passer la crise sans difficulté et ont rassuré l'investisseur. Rentabilité, alors là où les investisseurs misaient plutôt sur des acteurs qui avaient besoin de capitaux pour ouvrir une forte croissance par protection, aujourd'hui, les investisseurs ont eu tendance à regarder davantage durant la crise le critère de la rentabilité. C'est une approche qui risque de s'installer au moins pour 2021 et encourager nos fintechs à regarder de plus près les business models ou en tout cas le faire plus rapidement lors de la mise en place des offres. Alors voilà Claire ce que l'on pouvait dire sur la fintech française à l'épreuve du Covid. Je laisse à présent la parole à Cyril Armange et à ses intervenants pour la table ronde fintech française résiliente à l'international. Merci Mickaël pour cette présentation. Merci pour cette transition. Donc j'ai plaisir à animer effectivement cette table ronde fintech française résiliente à l'international. On a plusieurs acteurs qui sont réunis autour de la table. Nous avons notamment 3 fintechs. Nous avons Dan d'Antelope qui est présent, Aurélien, CEO de Bizao, Christophe, CEO d'OUI, et nous avons 2 spécialistes collaborateurs de Business France, Jérôme et Amilcar en fait.
Donc, du coup, je vous propose qu'on fasse, pour rentrer directement dans le vif du sujet, qu'on fasse rapidement un tour de table, que vous puissiez nous présenter pour nos FinTechers votre solution, vos effectifs, les zones sur lesquelles effectivement vous êtes présent à l'international. Idem en fait pour Jérôme et Amilcar qui puissent peut-être nous faire une présentation rapide de la zone qui couvre. Et puis ensuite, naturellement, la première question que je vous poserai en tout cas, c'est quel est votre retour d'expérience sur cette crise? Comment vous avez surmonté tout cela? Comment vous l'avez fait? Et ce sera justement le début de nos échanges. Je vous laisse vous présenter. Dan, je te propose de commencer. Oui, merci beaucoup Cyril. Donc bonjour, je m'appelle Dan Bui, donc je suis Regional Business Developer en fait pour Antelope. Antelope est une entreprise en fait spécialisée experte autour de la digitalisation de la carte et de la sécurité du paiement dans le mobile en fait. Et notre entreprise a été créée en 2014 exactement. Et du coup, on est actuellement 27 et on va arriver à 30 d'ici un mois en fait, d'ici la fin de l'année. Et voilà. Donc et enfin comme je disais, notre départ international est en 2016. On a actuellement bien sûr des clients en France, en Europe et seulement en Europe de l'Est. Et de plus en plus, on a des tractions aussi dans le MENA. LATAM et bientôt Asie. Donc on a déjà un client à Singapour et on voit qu'il y a une forte traction en fait pour notre solution du fait de parce que l'Asie a réussi à traverser la crise mieux que d'autres pays. Donc voilà. Très bien, on aura l'occasion d'y revenir. Merci Dan. Mmh. Aurélien? Oui, bonjour à toutes et à tous. Enchanté de faire partie de cette table ronde. Donc, je suis le CEO et fondateur de Bizao. Donc, on est une fintech plutôt jeune puisqu'elle a été créée en 2019. On est entièrement dédié à l'Afrique. Notre métier, c'est en fait de développer une infrastructure de paiement ainsi que des services de paiement à destination des entreprises. Un peu comme un PSP européen qui doit aussi développer l'infrastructure de paiement sur laquelle il s'appuie. On a fait le choix de l'Afrique pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais c'est pour ça que notre départ international a été immédiat. On n'a pas encore d'activité en France, et c'est pas tellement dans nos priorités. On est actuellement présent dans 8 pays d'Afrique et en expansion, et nous sommes une quarantaine d'employés à ce stade. Merci Aurélien. Christophe, présentation de Dowi. En complément de ça, donc nous, ce qu'on fait, c'est de l'intelligence artificielle pour la relation client. On est déjà pas mal implanté en France avec une vingtaine de grands comptes comme BNP, Société Générale, Harmonie Mutuelle, EDF, etc. On a un premier client en dehors de France qui est Fortis, et c'est en Belgique, que je vois colorier, oui. Et on commence, en fait, départ international 2019, je dirais plutôt 2020, puisqu'on commence notre commercialisation. Pour l'instant, notre développement s'est fait en bouche à oreille. Notre produit aujourd'hui est mûr, il est sur étagère, nos démarches sont industrielles. Et donc, on démarre depuis le mois d'octobre notre commercialisation proactive à la fois en France et donc en Allemagne, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg, dans un premier. Jérôme? Oui, bonjour à tous, Jérôme Maréchal, merci pour l'invitation. Donc, je suis chargé d'affaires export tech et services au bureau de Buenos Aires pour l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Et très rapidement, je voulais juste profiter de l'occasion pour dire qu'on est très content d'accompagner les équipes d'Antelope, Dan bien sûr, mais aussi Timothée Gruner, son CCO, qu'on accompagne en ce moment sur l'Amérique latine. C'est vraiment un plaisir de travailler avec vous. Et chez Antelope, ils ont des solutions vraiment innovantes et je pense qu'ils le présenteront tout à l'heure pour nos marchés. Et ils ont un discours aussi que je trouve qui passe très bien auprès des banques, un bon drive lors des calls qu'on monte avec les acteurs locaux et last but not least, ils viennent surtout avec beaucoup d'humilité et ça c'est très apprécié chez les prospects. Donc voilà, un grand merci à eux et je pense qu'ils méritent d'être là où ils sont. Donc voilà. Merci Jérôme. Enfin Amilcar, pour conclure. Bonjour à tous, alors je suis Amilcar, je suis le directeur de Business France en Éthiopie et je couvre également le Soudan et Djibouti. On aura sûrement l'occasion d'y revenir, mais l'Afrique, c'est un grand continent et en matière de fintech, il y a énormément de choses à faire.
Cela dit, la situation est très différente selon les différents pays. Donc, qu'on soit en Éthiopie, en Afrique du Sud, au Kenya ou au Sénégal, on va pas avoir les mêmes situations, donc les solutions devront être adaptées. On en reparlera dans les prochains temps. Très bien, merci Amilcar. Donc du coup, voilà, dans la continuité de tout ce qui a été dit et ce que j'ai annoncé en amont, aujourd'hui, on a bien compris que vous avez un atavisme international très fort. On comprend bien qu'aujourd'hui, les fintechs sont born global, mais néanmoins, comment vous avez vécu cette crise? D'autant plus qu'il y a eu un repli, presque j'ai envie de dire, cocardier national en fait, sur l'ensemble des activités, sur l'ensemble des comportements. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur de fintech très orienté à l'international, comment vous avez vécu les choses? Comment vous vous êtes organisé à la fois en termes logistiques, en gestion de votre organisation, en termes d'équipe? Expliquez-nous un petit peu voilà, votre agilité. Est-ce que l'agilité des fintechs, c'est un mythe ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut se vérifier? Du coup, je propose peut-être pour changer un peu l'ordre des choses qu'Aurélien, tu puisses nous présenter un petit peu, voilà, aujourd'hui, comment tu as pu métaboliser cette situation, en profiter pour continuer ta croissance et atteindre tes objectifs. Ok, donc on va se remettre en mars de cette année. En gros, nous, ça faisait quoi, 6 mois en fait, 6 mois qu'on opérait notre business qui était déjà live, hein, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on avait déjà incubé notre projet pendant 2 ans chez Orange. Voilà, on avait quand même un chiffre d'affaires depuis septembre de 2019, mais voilà, beaucoup de projets en plein déploiement et une très belle année 2020 qui s'annonçait. Et là, alors, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, confinement immédiat en France, toutes les équipes chez elles. Mais au début, on s'est dit, ça va pas toucher l'Afrique. Donc, ça tombe bien. Le tiers de nos employés sont là-bas. Donc, on s'est juste confiné à Paris, surtout à Paris. Puis, en fait, les pays africains ont réagi très rapidement. Et donc, début avril, on a vu les frontières se fermer et le confinement se généralisait aussi au Sénégal, en Côte d'Ivoire, où sont nos équipes. Donc, on est obligé de mettre tout le monde en télétravail immédiat. Donc voilà. Pour une boîte qui avait 6 mois d'existence, on s'est retrouvé avec tout le monde chez soi. La première chose qu'on a fait, c'est d'accélérer immédiatement notre digitalisation interne. On avait comme tout le monde, des outils un peu basiques pour travailler, surtout quand on est vraiment une toute jeune start-up. On avait beaucoup de projets en parallèle et donc pour être sûr d'avoir une bonne coordination globale des équipes, on a déployé Monday, qui est un outil assez riche pour planifier les projets par entité, etc. Donc ça, combiné à Microsoft Teams, ça nous a permis de mettre sur le papier, on va dire, l'ensemble des projets en cours, minimiser les réunions off qu'il y avait avant, qui étaient des interactions en physique au bureau, et du coup essayer de travailler avec ces outils digitaux. Moi, mon objectif, c'était de ne pas rentrer dans la réunionnite. Beaucoup d'entreprises l'ont vécu avec le Covid. Pour essayer de savoir où en sont les autres, tout le monde passe son temps à faire des réunions, et puis personne ne travaille vraiment. Donc l'idée, je crois qu'on a pas mal réussi avec Monday, c'était d'avoir nos 40 projets de déploiement vers les opérateurs et les banques suivis de façon assez stricte, étape par étape, avec un workflow. Tous les salariés échangent majoritairement via cet outil ou via Microsoft Teams. Il y a des réunions de coordination qui sont mises en place. Donc ça a été plutôt efficace. En fait, on s'est même rendu compte qu'on avait une meilleure vision du pilotage de la société à travers ça. Donc bon, après voilà, il y a des conséquences que tout le monde connaît. Finalement, ça crée un peu de tension parfois entre les gens, ou ça crée des difficultés individuelles pour avancer, mais franchement, ça n'a pas été terrible. Donc ça, c'est sur la partie digitalisation interne, on va dire. Puis, du coup, on a gardé tous ces outils, et puis après les déconfinements, on a gardé ces méthodes-là. Plutôt un gain de productivité au final. Après, côté business, le problème a été plutôt de se rendre compte qu'on pouvait plus se déplacer. En tout cas, toute l'équipe de Paris pouvait plus se déplacer sur le moment en Afrique. Donc, compliqué de faire du business en Afrique uniquement par Teams ou WhatsApp ou téléphone. En général, c'est quand même le contact humain qui est privilégié.
Et voilà, nos équipes sur place également étaient confinées. Donc là, il y a eu un impact assez net sur notre développement commercial avec des prises de contact, des échanges, mais difficile de conclure des deals pendant plusieurs mois en l'absence de rendez-vous physiques. Et puis, bon, enfin, les projets ont continué. Notre métier, c'est quand même de développer une infrastructure de paiement. Donc, de toute façon, on est sur le temps long. On travaille avec des opérateurs mobiles et des banques sur des projets d'intégration technique, des contrats, etc. Donc, tout ça prend plusieurs mois. C'était ralenti, mais rien ne s'est arrêté. Et puis, finalement, on a réussi à tenir à peu près nos objectifs de déploiement d'infrastructure. Côté marchand, en fait, le contexte est assez intéressant. Finalement, mondialement, on a vu que toutes les entreprises réalisent l'importance d'accepter les moyens de paiement digitaux le plus rapidement possible dans un cadre de confinement pour préserver le chiffre d'affaires, etc. Également, même en commerce physique, adapter les moyens de paiement digitaux permet d'essayer de limiter les risques de transmission du virus par le cash. Il y a de la demande client pour des conditions sanitaires améliorées en boutique. Donc, ce qu'on a vu, c'est que en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, et les marchands qui découvrent encore le paiement digital, c'est vraiment quelque chose de très neuf, ont eu une écoute particulière à nos pitchs, on va dire. Et on a senti qu'on prêchait moins dans le désert que 6 mois avant. C'était même l'inverse. Et les consultations de notre site web, les demandes de clients, tout ça a pas mal augmenté. Et ensuite, un dernier point majeur pour nous, ça a été de réaliser aussi une opportunité début avril, en fait. On a vu que le transfert d'argent qui se fait traditionnellement en cash-to-cash, ou alors en digital to cash, on va dire digital dans les pays comme les États-Unis ou l'Europe et cash en Afrique. Il y avait une opportunité, en fait, c'est que il fallait digitaliser le transfert d'argent jusqu'au last mile et permettre aux Sénégalais, par exemple, de recevoir des transferts d'argent en temps réel sur leur mobile sans avoir à se déplacer dans un point de retrait pour avoir du cash. Et ça, c'est une vraie révolution cette année sur laquelle nous, on n'a pas fait de pivot parce qu'on a conservé notre métier de PSP, mais on a rajouté la patte transfert d'argent en réutilisant l'infrastructure qu'on avait déjà déployée avec davantage une part de développement technique, commercial, juridique qui a demandé beaucoup de travail aux équipes en plus, mais qui porte ses fruits dès maintenant. Et donc, voilà, on a fait un virage intéressant à ce moment-là. Donc, pour l'instant, le bilan, il est un ralentissement du développement économique pendant quelques mois. Et en même temps, on a mieux maturé notre façon de travailler et on a développé une nouvelle ligne d'activité plutôt très, très lucrative. Donc, jusque-là, le bilan n'est pas trop négatif. Et puis, globalement, comme toutes les fintechs, voilà, on pense que le marché est encore plus mature maintenant pour le paiement digital et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Très bien, très bien. Du coup, j'en profite. Donc, j'ai bien compris que Bizao avait un footprint très important en Afrique. Du coup, Amilcar, est-ce que tu corrobores le sentiment, le bilan, les perspectives justement tirées par Aurélien de cette crise? Comment, de ton côté, tu vois effectivement les évolutions, les dynamiques de marché suite à cette crise? Tout à fait. Alors, je confirme tout à fait. On est dans certains pays, on est dans une dynamique vraiment qui va vers la digitalisation des paiements et en particulier vers le mobile banking. Je prends l'exemple tout simplement de l'Éthiopie, le pays dans lequel je suis actuellement. Et il y a une directive qui a été mise en place en avril dernier qui vise à faciliter la mise en place du mobile banking, c'est-à-dire que auparavant, il fallait absolument que ce soit une entité bancaire qui lance ces activités-là. Aujourd'hui, il est possible pour une entité non bancaire de se lancer dans une activité de mobile banking. Donc, il faut qu'elle soit locale. C'est aujourd'hui on va dire la principale contrainte. Et disons qu'on va vers une libéralisation de ce domaine-là, ce qui va être en plus accéléré par le fait qu'au niveau télécom, il va y avoir aussi une libéralisation, c'est-à-dire la mise en place de 2 nouvelles licences d'opérateurs téléphoniques. Et donc, ça aussi, ça devrait accélérer la mise en place de mobile banking et surtout la mise en place de paiements contactless. C'est le cas aussi dans beaucoup d'autres pays, je pense notamment au Nigeria ou encore au Kenya, où le Kenya est vraiment la référence en la matière. Donc, on est vraiment dans une dynamique très positive et qui, dans les prochaines années, va être amenée à se développer rapidement avec d'autant plus l'arrivée d'acteurs
étrangers, soit à travers des financements, soit des investissements locaux directs, ou alors à travers le rachat d'acteurs locaux par des acteurs étrangers. C'est notamment le cas au Nigeria très récemment. Très bien. Du coup, Jérôme, tu peux également nous faire un topo sur la situation en Amérique latine. Et comme ça, je passerai la parole à Dan, puisque, a priori, Antelope aussi a ciblé l'Amérique latine comme zone de développement. Donc voilà, ce sera intéressant d'avoir vos perspectives, vos retours vis-à-vis de cette situation post-crise. Je te laisse la parole, Jérôme. Oui, merci Cyril. Oui, un petit état rapide du marché LATAM et donc des opportunités qu'il pourrait y avoir. Donc simplement, rapidement, historiquement, c'est quand même des marchés concentrés où les écosystèmes fintech sont en pleine croissance et où les startups locales font beaucoup bouger les choses. Donc voilà, il y a forcément un certain retard en termes d'innovation chez les banques, donc qui sont les prospects de Antelope. Entreprise que j'accompagne, et elles s'activent beaucoup pour attraper ce retard. Voilà. Et elles ne nous attendent pas, elles attendent pas non plus les entreprises françaises. Il y a beaucoup de fintech, de très bonnes fintech sur place, et des équipes de talents au sein des banques. Donc voilà, Timothée et Dan pourront d'ailleurs le confirmer. Mais d'où l'idée peut-être de se rapprocher de ces écosystèmes et de monter des partenariats et de monter des équipes sur place en lien avec l'écosystème local. Une autre caractéristique à signaler, un peu comme sur l'Afrique, chaque marché a ses spécificités propres, on va dire, en termes d'adoption de nouvelles technologies. Il y a une grande diversité des acteurs à l'intérieur du continent et des cycles de décision qui peuvent être parfois complexes, différents d'un marché à l'autre. Mais cela dit, globalement, le switch technologique, on sent que c'est, chez les banques notamment, on sent que c'est maintenant. Maintenant, c'est le timing idéal, j'ai envie de dire, pour se faire connaître auprès des acteurs latinos. Je vais donner aussi un exemple simple. Sur le marché argentin où je suis, et c'est vrai aussi un peu sur le reste du LATAM. Donc LATAM, c'est l'Amérique latine, je précise. Les gens privilégient au jour d'aujourd'hui les paiements, les méthodes de paiement via code QR, via les applications de paiement et les portefeuilles électroniques. C'est très populaire et ça a commencé même avant le Covid. Donc le Covid au départ a renforcé cette tendance. Mais voilà, il y a aussi sur le marché des acteurs qui prennent le pli, j'ai envie de dire, petit à petit, la mesure de nouvelles méthodes de paiement type NFC, contactless, que propose d'ailleurs Antelope, et des acteurs qui commencent tout juste à se lancer sur ces nouvelles technos-là, qui sont d'ailleurs par ailleurs adoptés déjà en France et en Europe. Mais c'est justement sur ces sujets-là que se positionnent les fintechs comme Antelope et sur d'autres sujets comme la digitalisation des cartes de crédit, de débit, la tokenisation et le paiement sans contact. Donc ça tombe bien, Antelope arrive à un moment, c'est la question du timing, je pense, qui est importante. Ils arrivent à un moment où des acteurs comme BBVA, Banco Francés, chez nous, essayent de faire un peu la course en tête sur l'adoption de nouvelles technologies. Et donc, encore une fois, on est en face d'acteurs locaux, de banques qui ont une grande maturité en termes d'écoute de ce qui se passe sur le marché européen et de ce qui devrait arriver ici chez nous dans 12-18 mois. Donc voilà, après je vais laisser la parole, mais c'était un petit aperçu de l'état du marché LATAM, et il y a bien sûr plein d'opportunités à prendre, mais j'y reviendrai peut-être dans un deuxième temps. Très bien, très bien. Dan va nous confirmer un petit peu tout ça. Oui, tout à fait. Du coup, Jérôme, tout à fait raison. Il y a eu, pendant des années, Antelope en tout cas, et de la technologie NFC, c'était très européen, on va dire, UK, France, là de plus en plus en Allemagne, etc. Mais on voit de plus en plus un déplacement d'abord vers le MENA et ensuite là au LATAM, où il y a une forte accélération du fait de, comme dirait Jérôme, de leur maturité technologique, du coup, et également du fait de la crise sanitaire qui a poussé en fait les banques et surtout les banques centrales en fait à pousser les banques, leurs banques, à adopter ce genre de technologie pour diverses raisons, sécurité sanitaire, aussi pour les tendances du marché, parce que comme disait Jérôme également, il regarde beaucoup ce qui se passe en Europe et il voit que le NFC prend le pli, contrairement au QR code, qui est beaucoup plus interopérable entre guillemets, c'est-à-dire que si un Argentin
va un jour au Brésil ou même en Europe, il pourra utiliser sa carte de crédit alors qu'il ne pourra pas utiliser son QR code, par exemple. Donc, il y a plusieurs tendances de marché qui se dessinent. Nous, on a réussi à, entre guillemets, traverser l'épreuve de la crise, déjà parce qu'on a beaucoup travaillé sur nos prospects, en fait, avec qui on a discuté en début d'année, même plutôt fin de 2019, début 2020. Et du coup, ce qui nous a permis, en fait, de nous déployer, par exemple, typiquement, dans des pays où on n'était pas très bon, comme les pays nordiques. On a signé un gros contrat avec un très beau client, mais j'ai pas le droit d'en parler maintenant. Mais par exemple, on a aussi réussi avant juin, avant la fin du Q2, à signer 80% du marché d'Israël, par exemple. Donc parce que aussi pareil, parallèle avec le LATAM, il y a eu une accélération en fait du fait de la crise sanitaire. Et donc comme on fait du paiement sans contact, toutes les banques et tous les processeurs en fait ont voulu lancer leur application de paiement sans contact et aussi dû à l'accélération aussi de Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay, etc. dans certains marchés, on accompagne les banques pour tout ce qui est tokenisation et en fait en termes de prospection commerciale, on a bien sûr tout de suite pris le pli parce qu'on ne peut plus voyager et en fait 90% de notre chiffre d'affaires est à l'étranger quand même et on a fait beaucoup d'événements virtuels qui n'ont pas forcément très bien fonctionné. Et en fait, c'est pour ça qu'on se repose énormément sur Business France, qui a trouvé un très bon équilibre en fait actuellement entre rendez-vous virtuels mais très qualifiés. Alors que si on va dans par exemple, le dernier salon Moneyfest, qui est en fait un dérivé de Money 2020, qui est le plus gros salon des paiements en Europe et voire au monde, on a peut-être eu 2, peut-être 3 rendez-vous qualifiés, alors que là, ici, avec l'équipe du LATAM, dont va faire partie Jérôme, on a 2 à 3 rendez-vous qualifiés toutes les semaines, quoi. Donc pendant un mois. Et d'ailleurs, j'en ai un demain. Et voilà, il faut tout de suite on a tout de suite pris le pied en fait de la digitalisation, de tout ce qui est virtuel. Comme le disait Aurélien tout à l'heure aussi, c'est très compliqué en fait pour un commercial et qui normalement a des rendez-vous en physique et pour convaincre ses interlocuteurs de passer à cette digitalisation. Mais de toute façon, tout le monde est obligé de se plier à cette nouvelle manière de faire. Mais je pense que c'est toujours mieux en fait de les voir face à face. Mais grâce à comme je ne vais pas faire la pub pour Business France toute la journée, mais c'est comme des acteurs comme Business France qui nous permet en fait d'avoir des rendez-vous très qualifiés et d'avoir aussi cette certaine confiance en fait qu'a les interlocuteurs, surtout l'image France en fait qu'il y a derrière pour accepter les rendez-vous assez rapidement, quoi. Donc voilà. Très bien, Dan, merci. Christophe, tu peux nous partager ton expérience un peu plus européenne cette fois-ci? Oui, on est beaucoup moins présent à l'international que les intervenants précédents. Donc le retour d'expérience serait plutôt sur un démarrage. Encore une fois, on commence notre démarchage commercial, notre business développement. Pour l'instant, c'est développé par bouche à oreille en France et un tout petit peu en dehors de France, mais pas énormément, en Belgique. Et ce que je peux partager par rapport à la situation. Alors, on intervient, donc solution d'intelligence artificielle sur la relation client, on intervient sur des processus existants nos interventions s'accompagnent de changements dans les organisations. Donc, c'est des changements qui mobilisent les entreprises qui sont les clients. Et la conséquence de ça, lorsque le premier confinement est arrivé, la quasi-totalité des projets se sont gelés. Donc on a eu un retard dans la croissance qu'on avait anticipé, un retard de plusieurs mois et qui finit par faire un peu d'argent et qui globalement donne un retard de 3 mois dans notre développement. Ça, c'est pour l'anecdote. Et effectivement, quand on est start-up, on a tendance à être plus agile, à prendre des décisions un peu plus vite, donc on s'est adapté à ça. Le point peut-être intéressant qui a été un peu évoqué, je pense, mais en tout cas que nous on constate, c'est que la situation où on ne peut pas faire de déplacement, les salons ne sont pas des salons réels, égalise un peu les chances entre nos concurrents qui peuvent être des très grands acteurs américains, voire européens, et nous-mêmes, avec des moyens assez raisonnables, on est capable d'être au même niveau d'efficacité commerciale que les plus grands acteurs qui sont nos concurrents. Et donc, pour l'instant, on a commencé, on a des retours qui sont positifs, mais on va vraiment s'appuyer sur du marketing digital
Et l'un des intervenants précédents le disait, on a bénéficié du FinTech Tour organisé par Business France. Donc moi aussi, je vais faire un peu de retape. J'imagine que je ne suis pas là que pour ça, mais vraiment, je l'ai dit aux personnes, la qualité des rendez-vous organisés était exceptionnelle. Le nombre de ces rendez-vous était exceptionnel, et pour non seulement un prix extrêmement modique, mais en plus avec une vitesse incroyable, on a eu une première découverte du marché avec des leads qui devraient donner de premières affaires en Suisse et en Allemagne dans les 6 mois qui viennent. Voilà. Donc, en synthèse, les 2 points, la période actuelle est peut-être quand même un bon moyen pour des structures dont les finances sont pas énormes comme les nôtres, de justement faire du business de bonne qualité. Et en plus, Business France, vous êtes très très bon dans l'exercice. Non, très bien, merci Christophe. Je vous propose de rester avec nous parce que si je comprends bien, donc vous êtes développé en France, mais aujourd'hui l'international pour vous, ça va devenir une nouvelle aventure avec cette situation post-crise. Si je comprends bien, la Belgique, l'Allemagne, enfin la région du Benelux, à mon avis, c'est les prochaines opportunités de croissance pour vous en 2021. C'est bien ça? Clairement, ce qu'on a observé ces 2 dernières années, c'est que sur les appels d'offres sur lesquels on était positionné en France, on était face à des acteurs internationaux, il n'y avait plus d'acteurs français contre nous, et on a gagné ces appels d'offres. Et donc, eh bien, on va essayer de gagner les mêmes contre les mêmes acteurs, dans un premier temps sur des pays proches, en rodant notre approche. Et l'objectif que l'on a, c'est dans une année de faire une levée de fonds série B, pour cette fois-ci avoir un développement un peu plus mondial. Un peu plus mondial. Et vous avez ciblé quelle zone quand vous pensez un peu plus mondial? C'est l'Asie, c'est l'Afrique comme nos partenaires? Alors, le Graal de notre business à nous, l'intelligence artificielle qui est peut-être un peu différente, je ne sais pas, des autres, et un peu plus à aujourd'hui les États-Unis que l'Asie, en tout cas que la Chine. Sur la Chine, il y a quand même un vrai sujet de protectionnisme et de propriété intellectuelle qui fait que même si le marché est très très dynamique, on reste assez prudent. D'accord, très très bien. Du coup, Dan, je reviens vers toi et Jérôme pourra peut-être aussi nous donner quelques éléments en toile de fond. Pourquoi avoir choisi l'Amérique latine aujourd'hui pour ton développement? Pourquoi cette zone? Pourquoi pas l'Afrique comme l'a fait Aurélien? Quelle est la spécificité de cette zone pardon, qui te pousse justement à te développer là-bas? Est-ce que c'est la forte accélération digitale, on l'a bien compris? Est-ce que c'est l'inclusion financière qui est de plus en plus présente là-bas? Pourquoi l'Amérique latine? D'autant plus que l'Amérique latine, c'est un marché qui est assez hétérogène. Hein. Je pense que les logiques de développement de business sont même en Argentine, au Pérou, au Brésil. Explique-nous un petit peu tout ça. Et Jérôme, n'hésite pas à nous donner aussi quelques éléments chiffrés pour qu'on puisse bien comprendre un petit peu ce qui se passe là-bas. Alors pour Antelope, en fait, ce qu'on regarde factuellement, en fait, on a différents facteurs. Pour attaquer un marché, parce que comme notre terrain de jeu, c'est le monde entier, entre guillemets, on regarde plusieurs facteurs, du coup, et des chiffres qui sont le nombre de cartes, par exemple, dans le marché, combien de cartes de crédit débit circulent sur le marché, donc la présence de Visa et Mastercard, etc., parce qu'on travaille beaucoup avec eux, du coup. Également, on va regarder, bien sûr, le taux de bancarisation du marché, parce que du coup, si on compare avec l'Afrique et même l'Asie, le taux de bancarisation est beaucoup plus élevé. Et troisième facteur, on va faire aussi appel à nos partenaires sur place, où on a des échos en fait. Du coup, eux, ils ont des rendez-vous, on va dire toute la journée avec ces banques, et ils vont venir vers nous en disant oui, ben, il y a une très forte opportunité pour ce pays, ce pays, ce pays. Et donc là, à la fin de l'année, c'était, enfin deuxième semestre du coup 2020, c'était sur le LATAM. Et voilà, enfin, c'est eux qu'on a attaqué et surtout, on se repose énormément sur nos partenaires sur place parce que le LATAM, comme dans d'autres pays en Afrique ou même en Asie, s'ils ne vous voient pas, c'est compliqué de faire du business. Du coup, bien sûr, là, ils nous voient en visio, etc. Mais en fait, il faut vraiment limite comment dire, un rendez-vous hebdomadaire ou même les voir ou prendre des nouvelles de manière hebdomadaire, ce qu'on ne peut pas faire en physique. Et du coup, on se repose énormément sur nos partenaires. Je peux rajouter un mot ou deux, effectivement, depuis là où je suis, pour dégrossir un petit peu ce qu'a dit Dan. Encore une fois, on est sur des marchés au LATAM qui sont en pleine mutation avec des opportunités gigantesques. Je vais essayer de l'illustrer. En fait, on est sur un bassin
de consommateurs de 650 millions de personnes, un continent qui est mobile first, un peu comme l'Afrique d'ailleurs, et une population qui est hyper connectée sur le téléphone et grande consommatrice de contenus digitaux. Donc rien que ça pour les fintechs, c'est un point important à souligner. Et aussi, comme l'a dit Dan, c'est peut-être un continent qui est un peu plus bancarisé que d'autres continents, mais ça reste la problématique d'inclusion financière au LATAM et sa population est très. Il y a un gros potentiel parce qu'en fait, aujourd'hui, je grossis un peu, il y a une personne sur deux seulement qui est bancarisée. Donc les banques et les fintechs l'ont bien compris et rien que ça, par rapport à ça, il y a des opportunités. Donc, d'ailleurs, Mastercard, si je ne me trompe pas, en association avec d'autres acteurs comme PayPal, Mercado Libre, qui est un acteur fintech numéro 1 au LATAM argentin, et le Banco Galicia, bon, pour citer que quelques acteurs, a lancé récemment en Amérique latine l'initiative Tech for Good Partnership, donc justement dans le but d'accélérer l'inclusion digitale et financière de la région. Aurélien, tu es à Dakar présentement pour notre conférence. Pourquoi l'Afrique? De développement, est-ce qu'on sera juste sur l'Afrique de l'Ouest ou tu as de plus grandes perspectives? Et du coup, pareil, Amilcar, n'hésite pas à rebondir un petit peu sur le potentiel représenté par le marché africain, notamment sur la région Éthiopie, Djibouti, Soudan que tu représentes, au regard de cette crise. Oui, merci Cyril pour la question. Du coup, en fait, le choix de l'Afrique a d'abord été un choix personnel. Bon, il y a toujours une histoire derrière l'entrepreneuriat. Moi, c'était simplement, j'étais en fait en charge de l'innovation Afrique chez Orange, donc j'étais déjà complètement, je baignais dans cet écosystème depuis 7 ans et je connaissais vraiment bien les dynamiques de transformation en cours. Il faut savoir qu'en Afrique, ça fait une dizaine d'années que le mobile money se déploie à toute vitesse et c'est un phénomène, si vous ne connaissez pas, ça vaut vraiment le coup de regarder même 5 minutes sur le web. C'est juste la révolution digitale la plus phénoménale du moment, je pense, au-delà même de ce qui a pu se passer en Asie, parce que en Afrique, quasiment personne n'est bancarisé. Il y a en Afrique de l'Ouest, on va frôler les 10-15% de bancarisation, mais il y aura 1,5% des gens qui auront une carte bancaire. Quand vous voyez ça, vous vous dites, bon, ok, quel est le business qu'il y a à faire pour une fintech puisque personne n'est bancarisé ou presque. En réalité, c'est les opérateurs mobiles qui sont en train de devenir les nouvelles banques. Et c'est pas la même chose qu'Orange Bank en France. Hein. Faut pas voir c'est rien à voir. Ça a commencé au Kenya, ça s'est déployé dans pas mal de pays maintenant. Et grosso modo, l'Afrique subsaharienne, c'est 500 millions de comptes mobile money à fin 2020. Un demi-milliard. Tous ces gens-là, ils ont un compte sur leur téléphone portable, ils peuvent déposer des espèces au coin de la rue et utiliser ce compte pour faire les transferts d'argent. Et bien sûr, notre objectif chez Bizao, c'est de les aider à payer chez les commerçants ou en ligne, à peu près tout et n'importe quoi. Donc, c'est la digitalisation de l'intégralité de l'économie, que ce soit en physique ou à distance. Donc, la digitalisation des paiements de toute l'économie. Ça peut être les billets d'avion comme la collecte des taxes, les frais de scolarité comme le payer le taxi. Enfin bon, voilà quoi. Il y a tout à faire, c'est l'Eldorado. Donc nous, on adore cet écosystème. Après, c'est pas de tout repos parce que contrairement aux autres écosystèmes qu'il peut y avoir, notamment dès que c'est un peu plus bancarisé, ici il y a très peu d'interopérabilité. Donc, il y en a entre les banques, mais encore une fois, ça représente peu de clients finaux. C'est essentiellement pour le commerce B2B. Et donc, pour les clients finaux, il faudrait qu'il y ait une interopérabilité entre les systèmes des opérateurs mobiles, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est des fintechs comme Bizao qui s'en chargent en allant connecter tous les opérateurs de chaque pays. Donc, nous, on est présent sur 8 pays. On a quasiment connecté tout le monde. On continue de se déployer. Donc là, on était très Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, très francophone en gros. On va continuer notre expansion en zone francophone parce que c'est un territoire de jeu qui est beaucoup plus aisé pour une boîte française et puis pour tous nos collègues de Dakar, d'Abidjan, de Douala qui sont francophones. Il y a vraiment une proximité culturelle entre les pays africains et entre la France et l'Afrique.
facilite vraiment le travail. Puis, il y a Business France qui est extrêmement présent sur place, qui a beaucoup de connexions, il y a la diplomatie, enfin, il y a plein de choses qui permettent à une boîte française d'avoir des aides très précieuses pour son développement. Mais cela dit, la fintech en Afrique aujourd'hui, c'est quand même une affaire anglophone. Si on regarde les chiffres de levée de fonds, par exemple, si on regarde les grandes annonces, les choses se passent au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya et en Égypte. Donc, logiquement, et c'est pas un scoop, Bizao s'intéresse aussi à ces pays-là. Ça va nécessiter bien sûr des fonds non négligeables. Donc, logiquement, Bizao préparera dans un horizon que je ne communique pas une levée de fonds. Ouais. Mais voilà, on va bien sûr aller chercher ces autres pays anglophones parce que quand vous regardez le marché des fintechs là-bas, au Nigeria, les fintechs lèvent 30, 40, 50 millions, voire plus. Il y a Stripe qui a racheté pour 200 millions Paystack le mois dernier. Donc, on va dire c'est on fire. Et par contre, il y a très très peu de fintech françaises qui s'intéressent à l'Afrique. Et j'avoue que je ne comprends pas pourquoi. Donc les gars, réveillez-vous parce que c'est là qu'il faut aller. Merci Aurélien pour cet appel. Du coup, Amilcar, j'imagine que tu confirmes un petit peu ces tendances, ces prévisions. Toi, sur ton marché, comment vois-tu les choses? Est-ce que ce sont un peu les mêmes logiques qui sont en place? Donne-nous ton point de vue, s'il te plaît. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'effectivement, on a, comme Aurélien l'a dit, il y a un potentiel assez important, mais qui peut être bloqué dans certains pays par le cadre réglementaire. Il a évoqué le problème d'interopérabilité, pardon, et c'est le cas effectivement dans nos pays, donc en Afrique de l'Est, donc Éthiopie, Djibouti, Soudan, mais aussi dans d'autres pays. Et ça, ce sera quelque chose on va dire, à étudier, mais aussi à saisir, parce que ce sont aussi des opportunités, parce que comme Aurélien l'a dit, lui, il se positionne là-dessus, mais il y a deux entreprises aussi qui peuvent se positionner sur l'interopérabilité ou même rendre de façon générale le cadre réglementaire plus business-friendly. On est très souvent dans quelques pays africains sur des modèles anciens avec des gros monopoles, avec très faible pénétration des entreprises privées et des entreprises privées étrangères. Donc là aussi, je dirais que au-delà du potentiel qui a été évoqué, il y a ces éléments à garder en tête quand on pense à l'Afrique. De façon générale, le potentiel est énorme, notamment du fait qu'on est sur une population qui est amenée à grandir et donc il y a un potentiel de consommation et donc un potentiel de transactions très important. On est aujourd'hui un peu plus d'1 milliard d'habitants sur le continent africain. On devrait être en 2050 à environ 3 milliards, avec une grosse proportion de jeunes et donc un potentiel de consommation assez important. En matière de concurrence, là aussi, il y a de plus en plus d'acteurs en fait qui s'intéressent au marché, mais l'Afrique c'est un grand marché et il y a de la place entre guillemets pour l'instant pour tout le monde. Et donc je rejoins en fait Aurélien quand il dit qu'il faut que les fintechs, notamment les fintechs françaises, s'y intéressent de plus en plus. Alors évidemment, quand on est hors des pays francophones, il y a tout un tas on va dire, d'éléments qui peuvent faire peur, qui peuvent poser problème. Bon, évidemment la langue, mais aussi la culture business, le cadre réglementaire, et puis de façon générale, on va dire l'insécurité d'un point de vue réglementaire qui peut repousser un certain nombre d'entreprises. Mais quand on parle d'Afrique, de façon générale, et en particulier dans les fintech, il faut voir à long terme. C'est-à-dire qu'on se pose, aujourd'hui on est en 2020, il faut se dire que d'ici 5 ans, 10 ans, les choses vont vraiment bouger. Et ce ne sera pas dans 5 ans, 10 ans qu'il faudra bouger. Il faut s'y mettre dès maintenant, commencer à étudier les différentes possibilités. Et également, je dirais que justement, dans cette idée de se projeter à long terme, il faut vraiment aussi se déplacer. C'est un peu similaire à ce qui s'est dit sur l'Amérique latine. On est sur un marché où, et de façon générale, surtout au continent africain, une culture business qui favorise le contact humain. Donc, évidemment, dans la période de Covid, c'est un peu compliqué de voyager sur le continent. Mais dans un pays, par exemple, comme l'Éthiopie, il est très important de se déplacer, de rencontrer les gens, de discuter en face-to-face, puisque ça donne de l'importance aux gens. Et c'est ce qui va permettre de développer des projets, ou en tout cas créer des relations, puis développer des projets beaucoup plus rapidement que si on reste, entre guillemets, à la maison, envoyer des WhatsApp ou envoyer des emails. Il y a une question aussi importante de culture business qui fait que si on peut faire un certain nombre de choses via WhatsApp, c'est vraiment pas suffisant, et sachant en plus qu'il y a de plus en plus de concurrents qui se déplacent
voire qui crée des bureaux sur place, ça permet d'avoir une empreinte locale rapidement. Donc voilà, je dirais que c'est le gros du sujet. Il y a beaucoup de choses à faire en Afrique, en particulier dans le domaine bancaire. Il y a beaucoup de choses vraiment basiques qui doivent être faites. Je prends encore l'exemple de l'Éthiopie, où on a un système bancaire qui est fermé aux investissements étrangers. Donc, lorsque ce sera ouvert, on estime que ce sera ouvert dans les 5 prochaines années, il y aura, et même dès maintenant, il y aura du potentiel pour développer de la fintech, je dirais, de base, donc du core banking, là aussi de l'interopérabilité, vraiment pour mettre à niveau les banques. Et puis en parallèle de ça, comme je le disais aussi avant, les questions de mobile banking qui sont déjà développées dans d'autres pays, mais qui sont, par exemple, dans un pays comme l'Éthiopie, qui a plus de 100 millions d'habitants, n'a pas encore pris son envol. Très bien, merci Amilcar pour cette overview très très précise. Du coup, Claire, est-ce que nous avons des questions de nos participants par rapport aux propos tenus par nos intervenants? Non, nous n'avons pas de questions. Par contre, moi, j'en aurais une. En vous écoutant, en fait, donc peut-être plutôt à nos fintech. Alors, c'est peut-être, vous auriez un conseil à donner à vos pairs, à part de dire ça y est, il faut aller en Afrique, de par où commencer? Est-ce que vous vous en rappelez? Par où vous avez commencé? Peut-être Aurélien? Oui, j'ai l'impression que la question est pour moi. Bon, c'est vrai que j'ai bénéficié de pas mal d'années d'expérience en Afrique au sein d'Orange, donc ça avait pas mal cassé de clichés qu'on peut avoir. Après, le meilleur moyen de casser ces clichés, c'est justement d'aller faire un tour dans les pays clés, donc en fonction de votre business actuel. Parce que vous pouvez commander des études de marché de Business France qui sont d'ailleurs très bien faites, mais pour vraiment y croire et casser les clichés qu'on peut avoir, notamment en France, sur l'Afrique en général, il faut juste voyager parce que ça veut rien dire l'Afrique. Vous allez à Lagos ou à Dakar, ou si vous allez au Caire, et ainsi de suite, bon, vous verrez que les réalités sont très 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 différentes. Donc voilà. Après, faut choisir un marché pilote, ça c'est une évidence. Pour nous, ça a été la Côte d'Ivoire, clairement. Marché en très forte croissance et une économie qui, bon, évidemment, le Covid porte un petit coup, mais c'est une des économies qui a la plus forte croissance au monde en ce moment. Et pour une boîte française, il y a un écosystème sur place qui est quand même hyper intéressant, de boîtes françaises, de présence historique sur place qui permettent de faciliter les relations. Créer une boîte sur place, créer une filiale de votre société, c'est pas compliqué, honnêtement. Les procédures sont beaucoup plus simples qu'on pourrait croire. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en RDC, nous on a déjà créé 7 ou 8 filiales faciles. Et ça nous prend, on va dire, entre 1 et 2 mois en général maximum. Mais bon, il faudrait commencer déjà par une étude terrain, par comprendre un peu les enjeux. Après, je saisis aussi l'opportunité finalement de préciser que Bizao, en fait, ayant déployé cette infrastructure de paiement dans tous ces pays, peut permettre à des fintechs de venir délivrer les services qui auparavant étaient impossibles à déployer parce qu'il fallait se connecter à toutes les banques et tous les opérateurs un par un. Donc là, nous, notre infrastructure et nos API, tout ça est prêt. Et on travaille justement avec des fintechs locales. Par exemple, il y en a une Jamo, qui a une carte Visa Mastercard prépayée. Et en fait, les gens rechargent cette carte avec leur compte Mobile Money. Et en fait, ça cartonne. Parce qu'avant, sa carte Visa Mastercard prépayée, il fallait aller la recharger en agence bancaire, faire la queue. Enfin, c'était un process bien complexe. Là, ils le font depuis leur canapé avec leur compte Mobile Money. Donc, il y a une opportunité finalement maintenant pour des fintechs aussi de s'appuyer sur notre infrastructure pour développer des services que nous, on n'a absolument pas vocation à faire. Puis globalement, faut utiliser les ressources Business France pour, comme nous on le fait là, pour spotter les marchés qui matchent en fait votre ADN en fonction du produit qui est proposé. Je ne sais pas quoi dire de plus, mais voilà. C'était déjà super. Dan, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou sinon Christophe?
C'est Christophe. Pour nous en tout cas, en Telop, par où on a commencé, on a d'abord trouvé une référence déjà sur votre marché national. Nous, c'était Crédit Mutuel Arkea en France, et ensuite trouver une autre référence mais à l'étranger. Donc dans les marchés visés, nous on a eu de la chance parce qu'on a répondu à un appel d'offres de la Raiffeisen Bank, qui était l'une des plus grandes banques en Europe. Et on déploie actuellement leur solution dans leur quinzaine de pays. Donc c'est vrai que ça aide énormément. Et également, troisième axe, c'est de se démultiplier, mais sachant qu'on est quand vous êtes une petite boîte, c'est vrai que c'est pas évident, mais essayer de vraiment trouver des partenaires, quoi. C'est vraiment le point clé qui nous permet de gagner des marchés ailleurs, par exemple pour la Jordanie, pour le LATAM également. On a réussi à avoir des contrats grâce à nos partenaires. Donc je pense qu'il faut axer sur ces 2 points. C'est ce qu'on a fait et ce qui a plutôt bien marché, parce que du coup là on continue le développement international et voilà quoi. Eh ben, merci beaucoup. Que juste peut-être un petit mot par rapport à notre table ronde, ce que j'ai pu retenir, c'est que oui, la pandémie effectivement a eu un impact sur votre développement et notamment la ralenti, mais ne l'a pas totalement stoppé. Et donc, vous êtes soit toujours à l'international, soit en démarrage sur l'international. L'autre mot qui est revenu le plus souvent, à part Business France, c'est l'agilité. Donc, vous avez su tous être agile, notamment dans votre organisation interne, mais aussi dans votre prospection, notamment digitale pour le coup. Par contre, je pense qu'on est tous pareils, on veut tous retrouver un contact humain. Donc, on espère que dans les prochains mois, on pourra enfin se voir en vrai et discuter en vrai. Et j'ai noté aussi qu'il y avait de bonnes opportunités et des opportunités importantes, que ce soit en Afrique et en Amérique latine. Encore merci à tous d'avoir participé à cet atelier. N'hésitez pas, si vous avez des questions donc suite à l'atelier, si vous voulez partir à l'international, à revenir vers nous, à passer par Cyril Armange si vous êtes membre également de Finance Innovation. Et encore un grand merci. Merci Claire, merci à tous. Merci Claire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.